de la littérature en Afrique d'une manière peut-être abrupte pour certains. À quoi bon? C'est le titre de la discussion que nous aurons. Elle sera brève compte tenu de la densité du sujet et du nombre que nous sommes. Nous sommes 4 ici sur ce plateau à devoir vous parler pendant les 45 minutes qui vont suivre. Donc je répète, littérature africaine, à quoi bon? Une question que certains peuvent se poser, peuvent trouver pertinente ou même blessante ou pernicieuses, condescendante. Mais on a décidé de l'affronter cette question-là et de se la poser compte tenu du fait qu'elle pose tout un tas de problématiques depuis le rapport à l'écriture par rapport à l'oralité qu'on nous colle à la peau depuis si longtemps, bien que la science démontre qu'il existe tout un tas d'écritures en Afrique et que les accidents de l'histoire sur lesquels on ne va pas revenir ici ont plutôt conduit à des formes de refuge que nous connaissons. Le tatouage est une écriture et puis il y en a plein d'autres qui existent et qui ne sont pas simplement des créations récentes. On peut partir de la civilisation nubienne ou égyptienne, c'est selon, pour parler de cette écriture qui est fondatrice et qui est antérieure à la sumérienne. Et puis toutes les écritures qui en ont découlé, dont on ne comprend même pas encore à ce jour, certaines qui existent pourtant en Afrique, comme l'écriture de Méroé qui est connue, et indéchiffrée jusqu'à ce jour, on attend le prochain Champollion. Aujourd'hui, ce ne sera pas ce sujet-là, ce sera l'écriture en tant que littérature, c'est-à-dire porteuse d'une esthétique, peut-être aussi d'une fonction sociale, ou de choses comme ça, comme ceci, mais aussi de la production de l'écrit, parce qu'il y a tout cela derrière, depuis les intrants, comme dirait le professeur, la colle, le papier, tout. L'édition, c'est une longue chaîne. Depuis les ouvriers du livre, dans les conditions de la presse, il faut voir si ce sera la première question de ce débat. On peut parler de littérature en Afrique tout simplement. C'est par là qu'on commencera. Mais je vais vous présenter ceux qui vont répondre à cette question-là. Je me contenterai de poser les questions place bien confortable. Je ne vous en prie pas, chers messieurs. Vous avez la lourde tâche de nous dire ici si la littérature a un sens en Afrique et si même elle existe seulement. Je pense que nous avons les personnes pour y répondre. Comme on dit sur les rings de boxe, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. À ma droite, le professeur Ambroise Cobb, professeur éminent de littérature, spécialiste de littérature africaine, qui a notamment enseigné aux États-Unis pendant longtemps, avant de rentrer au Cameroun, sa terre chérie, alors qu'il était professeur titulaire aux États-Unis, il est rentré au Cameroun pour transmettre le savoir et sa passion pour la littérature, et puis de manière générale pour le combat, parce que c'est un militant, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu et qui se bat encore. Ambroise Cobb, il est là, à ma droite. Et puis à ma gauche, il est tout jeune, il n'a pas l'air comme ça, mais c'est son fils spirituel. Et il est désormais un professeur aussi titulaire aux États-Unis à Dallas, notre cher Hervé Tchonkam, et qui est avec nous, et qui est maintenant du côté de Dallas. Il dégaine plus vite que son ombre, vous aurez l'occasion de vous en apercevoir sous ses airs indolents, la fameuse indolence, vous connaissez, et je serai accompagné dans ce questionnement de notre très cher Danguéus, j'ai toujours du mal parce que voilà, c'est un grand voyage, cet Africain. Voilà. Et il est là, c'est un blogueur, critique littéraire, très connu de la place parisienne, et il paraît que nombre d'écrivains lui font la cour. Vous comprendrez pourquoi maintenant, parce qu'il sentit le livre et on en a besoin de cette médiation-là. Voilà. Moi, je suis simplement le griot qui va passer la parole maintenant. Et je vais commencer par vous, professeur Cobb, après cet exposé que j'espère n'avoir pas été quelque peu, on va dire, irritant pour qui que ce soit. Professeur Cobb, bonsoir. Vous avez un micro, je pense qu'il fonctionne. Bonsoir. On l'entend? On ne vous entend pas. Est-ce qu'il est ouvert? Oui, ça va? Bien, je passe le mien. Comme ça va? Non, ok. Bonsoir, professeur Cobb. Je n'ai pas... j'ai essayé de vous présenter. Peut-être le feriez-vous beaucoup mieux. Non, je n'ai pas besoin d'être présenté davantage. Je crois que ça suffit là. Eh bien, on va entrer dans le vif du sujet, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va y aller. Est-ce qu'on peut parler d'écriture en Afrique pour être direct?
Bien sûr, on peut parler d'écriture en Afrique, mais ce qui est problématique en Afrique aujourd'hui, c'est l'existence, c'est peut-être la palissade de la littérature africaine. Parce que la littérature est toujours accompagnée par un certain nombre d'éléments qu'on pourrait appeler, enfin qu'on appelle généralement les institutions littéraires. Autrefois, dans l'Afrique d'autrefois, l'Afrique d'avant-hier, on avait une littérature orale. La transmission de la littérature se faisait oralement. Et cela obéissait à des canons très très précis. Les adultes ou les aînés savaient à quel moment il fallait transmettre le savoir oral, la littérature orale, la culture orale. Cela était bel et bien organisé. Je ne reviendrai pas là-dessus longuement parce que bon nombre d'écrivains africains ont repris cela par écrit pour nous dire comment cela se faisait. Et au lendemain de la colonisation, puisqu'il faut bien appeler cela ainsi, donc 60-72 ans après la colonisation, nous sommes entrés dans une autre ère, l'ère de l'écriture. L'ère de l'écriture et l'ère où la littérature, la transmission, la naissance de la littérature africaine, la transmission de la littérature africaine change nécessairement de stratégie. Donc, et nous devons à partir de ce moment-là obéir aux règles telles qu'elles sont énoncées ailleurs, telles qu'elles sont énoncées par exemple ici en Suisse. Et donc, cette littérature-là, pour qu'elle existe, devrait normalement obéir à ces règles-là, en commençant par l'essentiel, la base, l'école, l'éducation. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de littérature s'il n'y a pas d'écrivain. Et il n'y a pas d'écrivains si ces écrivains n'ont pas été à l'école, s'ils n'ont pas été formés, s'ils n'ont pas appris la langue. Et ensuite, une fois qu'ils ont appris la langue, qu'ils ont écrit, il faut maintenant produire la littérature. Et produire la littérature, ce n'est pas de la génération spontanée, cela ne se fait pas n'importe comment. Il faut un certain nombre de conditions. Il faut un certain nombre de conditions. Il faut qu'il y ait des maisons d'édition, il faut qu'il y ait des lecteurs, il faut qu'il y ait un lectorat, et il faut qu'il y ait surtout une politique culturelle. Politique culturelle dans ces pays post-coloniaux, dans ces pays post-coloniaux africains, une politique culturelle qui permet de promouvoir cette littérature-là et de faire en sorte que cette littérature-là existe et qu'elle soit lue et qu'elle soit pérennisée et que cela entre dans le patrimoine des peuples qui créent cette littérature. Est-ce qu'on crée de la confusion quand on parle d'écriture, quand on parle de littérature? Non, il n'y a pas de confusion du tout, parce que... Est-ce que vous avez parlé de la littérature de l'oralité? Oui, il y avait une littérature orale. C'est-à-dire? Une littérature orale, c'est-à-dire un savoir oral qui se transmettait d'une génération à l'autre parce que les contes, les légendes, les mythes, il y avait un atelier là précédemment sur les mythes, cela, il y avait une manière de le transmettre. Et cela faisait partie de notre patrimoine littéraire. Donc littérature ne signifie pas nécessairement écriture? Pas nécessairement, pas du tout. Littérature ne signifie pas écriture. Mais au lendemain, après, lorsque l'Afrique entre dans l'âge de l'écriture, en ce moment-là, la littérature est nécessaire, émane nécessairement de l'écriture. Mais l'écriture d'un autre? L'écriture à partir de la langue de l'autre. Pas l'écriture d'un autre, mais l'écriture à partir de la langue de l'autre. N'est-ce pas une difficulté? C'est une difficulté, certes, mais ça ne l'aurait pas été si nous avions posé les conditions d'acquisition de cette langue-là, de cette langue de l'autre, et de production d'une littérature à partir des canons que nous connaissons. C'est ça véritablement le problème. Or, justement, ce que je disais, c'est que la production de cette littérature-là n'obéit pas nécessairement aux mêmes normes que dans les pays dont nous avons hérité l'écriture, dont nous avons hérité les langues. Donc on parle d'une certaine Afrique là, qui a hérité de la langue, donc de l'écriture du colon, mais il y a des Afriques comme en Éthiopie, etc., où il existe des écritures parfois multiséculaires. Multiséculaires, certes, mais ces pays-là, pour entrer dans la modernité, ont adopté la langue de l'autre. L'Éthiopie
En Éthiopie, on parle certes le guez. Les langues locales, les langues éthiopiennes, mais aussi on parle l'anglais. On parle Oui, l'anglais. le commercial international, mais même la liturgie chez eux est dans leur langue, surtout. Certes, mais si vous voulez avoir une littérature exportable, vendable à l'international, vous êtes bien obligé d'adopter la langue de l'autre. Et c'est là la difficulté. Mais il y a les traductions. Justement, là, on ne posait pas là une des premières problématiques, une des grandes problématiques de cette littérature africaine qui se définit d'abord dans la quête d'un ailleurs, d'un public qui est ailleurs. Comment on arrive à constituer un lectorat? Comment on arrive à créer, au travers de politiques culturelles pensées par les pouvoirs publics responsables, comment on arrive à créer un lectorat qui va rencontrer des écrivains qui vont pouvoir écrire pour un espace précis? Et est-ce que vous avez des exemples dans l'espace francophone d'expériences réussies de constitution d'un lectorat qui va vers la maturité? Justement, c'est ça la problématique fondamentale, puisque si nous prenons exemple de ce qui se passe dans les pays dont nous avons hérité les langues, vous verrez très bien que vous ne verrez pas un citoyen anglais qui ne sache pas qui est Shakespeare, vous ne verrez pas un citoyen français qui ne sache pas qui est Descartes, vous ne verrez pas un citoyen allemand qui ne sache pas qui est Goethe, mais il est difficile dans les pays africains, je prends que les pays africains francophones aujourd'hui, de demander quel est le canon que l'élève qui sort, qui a son baccalauréat, qui finit son secondaire, quel est le canon qu'il doit nécessairement retenir. Est-ce qu'il existe une littérature en Afrique? Bien sûr, il existe une littérature en Afrique. Il existe une littérature en Afrique. Mais est-ce que cette littérature-là répond ou obéit aux critères de la production littéraire? Mais parlons-en de cette production littéraire. Qu'est-ce que la production littéraire pour ceux qui ne savent pas ou qui seraient intéressés, par exemple, à produire? Quels sont les fondamentaux de la production? Les fondamentaux de la production, il faut créer les conditions matérielles, les conditions intellectuelles qui permettent d'avoir cette littérature-là et qui puisse être consommée par ceux à qui elle est destinée. Bien sûr, depuis les plus bénis jusqu'à l'école, en particulier à l'école. Je rentre un peu dans la discussion, mais je veux dire quelque chose pratiquement de bien qui, de toute façon, a à voir avec tout ce qui se discute. D'abord, est-ce qu'il existe une littérature africaine? Oui, il existe une littérature africaine. La question de la langue, je voudrais citer Karachi pour dire l'Afrique n'écrit que dans une langue qui n'est pas la sienne, ou dans des langues qui ne sont pas les siennes. Mais là n'est pas le problème. Je crois que le problème, en fait, se pose véritablement au niveau de ce qu'on écrit, de pour qui est-ce qu'on écrit et des conditions dans lesquelles on produit. Il me semble que toute cette discussion est indissociable à la base, pour ce qui est de la littérature en Afrique, du rapport entre esthétique et politique finalement. La question de la production culturelle, de la diffusion et ou de la traduction, comme la question des prix littéraires obéit la plupart du temps à une logique qui est exogène en Afrique, précisément. Alors, on rentre très vite dans des apories si on commence ce débat-là. Sauf que je crois qu'une des voies de sortie serait peut-être que nous questionnions au-delà des conditions de production de la littérature, peut-être que nous allions questionner le rôle des lecteurs et ou des critiques littéraires, finalement, dans cette configuration littéraire. Parce que je ne suis pas tout seul, je vois Hélène dans la salle, Ambroise est là. Mais pour ceux qui, comme ont passé quelque temps dans les universités américaines, on se rend compte, et même françaises finalement, on se rend compte qu'il y a deux types de littérature africaine. Il y a la bonne littérature africaine et il y a la mauvaise. Alors la bonne et la mauvaise, moi les deux axes, bonne et mauvaise, je les pense exactement comme on dit, il y a les bons musulmans et les mauvais musulmans. Mamdan, il y a un livre, Good Muslims, Bad Muslims. Alors est-ce que la littérature africaine véritable, c'est celle qui continue cette sorte de
Tintin au Congo, tout le monde connaît Tintin au Congo. Est-ce que c'est la littérature africaine qui place l'Afrique au centre d'un exotisme et qui, d'une certaine manière, continue les expositions, cette fois la post-coloniale, parce qu'il y a eu un plateau il n'y a pas longtemps sur les expositions, sur le retour sur les expositions coloniales. Dans quelle mesure est-ce que la littérature africaine, non pas telle qu'elle est produite, mais aussi telle qu'elle est diffusée par les lecteurs, par les journalistes, par les éditeurs et autres, dans quelle mesure est-ce qu'elle se départit de cette configuration purement exotique-là? Parce que tant qu'on reste dans l'exotique, évidemment, on va arriver aux conclusions très simplistes. Il n'existe pas de littérature africaine, ou alors en tout cas, il n'existe de littérature africaine que celle qui a pignon sur rue en France. Et je vais sortir par là pour vous laisser la parole, mais juste un exemple. Quand je pense au manifeste, le fameux manifeste pour une littérature monde francophone, je vais recevoir des pierres, mais il faut le dire, un manifeste pour une littérature monde francophone, j'ai posé une question qui demeure sans réponse jusqu'aujourd'hui. Est-ce que l'écrivain africain qui publie aux éditions Proximité à Yaoundé ou au Figuier à Bamako, est-ce qu'il se reconnaît dans ce manifeste-là qui est signé par Mabankou, Ouaberi et tout le monde? Finalement, de quelle francophonie parle-t-on? Est-ce qu'on ne serait pas en train de dupliquer le geste colonial, de diviser pour mieux régner? Est-ce que, dans une certaine approche de la littérature africaine, on ne serait pas nous aussi finalement en train de répéter le même geste contre lequel la littérature finalement en Afrique est née? C'est une littérature à la base littéralement anticoloniale. Ben, je crois que c'est des choses à jeter pour compliquer la discussion. Alors moi je voulais, il y a une question, je ne sais pas si vous pouvez réagir également à la question que j'ai posée au professeur Com, qui relève vraiment de notre responsabilité, la responsabilité des pouvoirs publics africains. C'est la constitution d'une surface de réception de cette littérature-là. Parce que vous parlez justement de ce décentrement-là, de ce qui se produit ici en France et de ce manifeste qui a été produit il y a une dizaine d'années. Mais si les écrivains dont vous parlez ne sont même pas reconnus sur place, à Yaoundé, à Brazzaville, s'ils sont obligés de passer par Paris pour avoir une forme de reconnaissance, est-ce que là, il n'y a pas un problème au niveau de la création d'une réelle littérature à partir du continent? Je crois qu'il y a, je crois qu'il y a deux choses dans ta question. La première, c'est cette instance de légitimation là, finalement. Et j'ai envie de dire presque brutalement, la littérature africaine n'a pas besoin des États africains. Et sans citer, on est là par exemple un panel de la scène littéraire. La scène littéraire, à ce que je sache, n'est pas un démembrement du ministère de la Culture en Afrique, si tant est qu'il en existait. Donc ça, c'est la première des choses. Autrement dit, l'Afrique n'a pas besoin de ces instances de légitimation pour se légitimer. Et de deux, l'autre volet touche précisément au rôle du critique littéraire que nous sommes. Critique littéraire qui, la plupart du temps, se résout, je ne vais pas donner des exemples, mais se résout à une sorte d'Afrique fantôme telle qu'on est la voir ailleurs. Est-ce que nous, en tant que critique littéraire, on ne gagnerait pas plus à redécouvrir l'ordinaire finalement de nos littératures, qu'elles soient ou non acceptées, encensées, validées, recommandées par Paris, et ainsi de suite? Je crois que c'est ça la véritable question. Et je crois qu'il faut le dire, il existe certes une littérature africaine, mais on peut dire qu'il y a en fait deux littératures africaines. Une littérature africaine totalement exotique, celle qui se produit, comme vous dites, qui se produit à Paris, celle qui se produit ici, qui se produit ailleurs, et qui arrive avec un certain temps en Afrique. Et il y a aussi une littérature, une autre littérature africaine, celle qui se produit à l'intérieur, qui n'est peut-être pas aussi connue que celle qui nous vient de l'extérieur et exotique. Mais l'une et l'autre littérature, l'exotique comme celle qui est à l'intérieur, ne font pas partie des préoccupations de nos États, parce que ces États-là n'ont pas du tout de politique culturelle et surtout de politique ayant trait à la production du livre et à la distribution du livre et à la consommation du livre. Ça ne les intéresse pas. Mais ce n'est pas
dire qu'il n'existe pas une littérature africaine. Cette littérature-là devrait s'imposer par elle-même en tenant compte des efforts comme ceux qui sont faits ici ou qui sont faits ailleurs pour promouvoir la littérature africaine. Est-ce que c'est en répondant à la question à quoi bon qu'elle parviendra finalement à ses fins? On a pour tradition de citer les fonctions sociales de la littérature. On n'est pas dans un amphi, mais remplit-elle au moins ce rôle au niveau de la cristallisation de la mémoire, du transfert du savoir, de la consignation de la mémoire, de cette recherche? Est-ce qu'elle fait ce travail-là? Est-ce que l'exotisme est précisément ce qui tue cette fonction? Je crois que cette littérature-là remplit tout à fait son rôle, parce que même si les États ne s'en occupent pas, le peuple finit par se l'approprier. Et elle reçoit effectivement cette fonction-là. Quand on voit par exemple ce qui s'est passé avec un certain nombre d'écrivains africains, je peux parler ici de Henri Lopez, je peux parler de Senghor, je peux parler de Mongo Betty, je peux parler de Maliou Fantouré qui était là. Finalement, même si il n'y a pas de canon institué dans les pays africains pour dire voilà à la fin du secondaire ou à la fin du supérieur, voilà ce que l'étudiant doit avoir. Les étudiants africains, les jeunes africains, les citoyens des pays africains finissent bien par s'approprier ces textes. Un certain nombre de ces textes-là finissent clandestinement ou très officiellement, ils le font. Et la littérature remplit véritablement ce rôle-là. Difficilement, bien sûr, difficilement, il faut le reconnaître. Mais l'objectif finit quand même par être atteint. Et donc, le à quoi bon qui est ici, qui est fait cette interrogation-là, a sa raison d'être, parce qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Nous le savons, parce que dans aucun pays au monde, ça ne se passe comme ça. Dans tous les pays du monde, il y a des canons définis, reconnus, définis, et qui doivent être, dont doivent s'approprier les peuples. Nécessairement, on parle de culture nationale, même si ça ne porte pas le label culture nationale, cette culture nationale-là est connue. La France n'a pas besoin de définir la culture nationale pour qu'on sache que, quoi qu'il arrive, vous devez lire Descartes pendant votre cycle d'études secondaires. Ce n'est pas nécessaire. Mais cela fait partie de la culture nationale, que vous connaissiez, que vous sachiez qui est Hugo, qui est Jean-Paul Sartre. Dans mon pays, le Cameroun, il n'y a pas une telle chose. Vous pouvez faire tout votre cycle sans jamais avoir officiellement dans vos textes le nom des écrivains les plus connus de la République. Et puis ce qu'Ambroise dit est très vrai. Je suis un produit au départ de l'université camerounaise et je le dis sans honte, j'ai appris, j'ai lu Zola, j'ai lu Hugo, compagnie, avant de savoir que des Africains avaient écrit. Ça, c'est assez intéressant. Quand on se retrouve en Afrique, au début des années 80, début des années 90, à connaître le canon littéraire français et à ne même pas savoir qu'il existe une littérature africaine. Bah, ça, c'est pour compléter le point qu'Ambroise a mentionné. Mais j'aimerais aller au-delà de la question de la culture nationale, finalement. Pour dire qu'il se pourrait, et ça c'est à vérifier, mais il se pourrait en tout cas, et c'est une hypothèse que je balance au public, que l'avenir des littératures africaines se trouve finalement dans cette sorte de transnationalisme mineur en Afrique. Hélène Tissier est dans le podium et on a eu des conversations très intéressantes parce qu'elle essaie, dans son travail, elle essaie de faire un pont entre des littératures qui, précisément en raison du geste colonial ou de la geste coloniale, pour parler comme au Moyen-Âge, ont divisé. Bah ouais, j'allais commencer par dire qu'au fond, il faudrait que nous commencions en Afrique par ce type de transnationalisme-là, parce que personnellement, je suis fatigué d'une certaine critique littéraire ou d'un certain public qui croit que si on ne s'appelle pas Mohamed, on ne peut pas lire un roman algérien, par exemple. Ou qui croit que si on est Camerounais, si on est Congolais, il faut à tout prix faire une thèse sur la Bankou. Ça, je crois que ça pose un problème sérieux du point de vue du positionnement que nous adoptons nous-mêmes dans cette réception-là. Autrement dit, finalement, on réussit à se faire accepter uniquement à condition
que nous venions raconter des mythes bêtises si on vient du Cameroun, par exemple. Les thématiques, vous pensez que l'Afrique du Nord pourrait nous apprendre quelque chose, notamment la littérature kabyle. Pourquoi? Pour la raison très simple, on ne va pas faire tout un séminaire ici, mais je renvoie au livre d'Hélène sur la littérature en transhumance. Parce qu'au fond, finalement, et c'est Mamdani qui dit que ces frontières, l'Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, c'est des frontières qui ont été précisément mises en place par le colonialisme. C'est quoi le Sahara finalement? En quoi est-ce que le nord du Sahara est véritablement au nord et en quoi est-ce que le sud est au sud? Donc il s'agirait de mon point de vue très simplement de dépasser ce schéma colonial-là pour essayer de voir d'abord au niveau de l'Afrique comment est-ce que ces différentes littératures se parlent entre elles. Parce que de Yasmina Khadra par exemple, qui en passant n'est pas une femme, just in case. Parce que la plupart du temps, Yasmina, on se dit c'est une femme. Non, c'est pas une femme. Mais de Yasmina Khadra à Driss Jaidi au Maroc ou à Mongo Betty, on a exactement les mêmes problématiques, mais alors évidemment qui se déclinent sous des angles très différents en fonction des spécificités coloniales. Mais cela étant dit, je pense que cette sorte de transgression-là, et c'est de ça que l'Afrique, me semble-t-il, a besoin, une véritable transgression qui consisterait pour nous autres, et je parle en engageant que moi, professeur de littérature, à pouvoir enseigner un texte qui n'a pas eu le prix, je ne sais pas comment ça s'appelle, le prix Renaudot, le prix je ne sais pas quoi, mais de pouvoir enseigner ce type de texte-là, de montrer aux étudiants qu'il n'est pas moins intéressant qu'un prix Renaudot, qu'un prix Goncourt. Ça, c'est de créer cette sorte de passerelle, d'abord entre ces littératures africaines, anglophones ou francophones, ça importe très peu, parce qu'au fond, finalement, si on retourne au contexte de la guerre froide, que vous parliez anglais ou que vous parliez français ou arabe en Afrique, vous êtes, comme on dit aux États-Unis, one and the same thing. Et je crois que si je reviens à la conférence de Bandung en 1957, il est peut-être temps que la littérature, ou en tout cas le critique littéraire qui travaille sur l'Afrique, commence à adopter, et je ne veux pas être prescriptif, mais il est peut-être temps qu'on commence à adopter un positionnement foncièrement transgressif. Autrement dit, je refuse. Sur cette question de cette forme de ce que vous appelez un comportement transgressif, j'ai une question à vous poser. Vous êtes basé aux États-Unis et on a souvent l'impression qu'au niveau des thématiques, même de recherche, au niveau de la littérature francophone, que finalement les grands axes sont donnés à Paris. Alors quels sont les rapports que vous avez, en tant que vous qui enseignez aux États-Unis, avec la critique d'unité universitaire produite à Yaoundé, à Dakar, et est-ce que vous arrivez à identifier dans ces espaces-là des textes, des voix qui sont produites sur place sur leur continent, et est-ce que vous arrivez à les promouvoir dans vos universités américaines? C'est une excellente question et une fois de plus on revient dans la transgression. L'avantage avec l'université américaine, l'université suisse, je ne sais pas, mais l'avantage avec l'université américaine, contrairement à l'université française, c'est qu'aux États-Unis, je peux enseigner ce que je veux. Tant que les étudiants qui en fait sont nos estiment que ça les intéresse, tant que ça les approuve, c'est possible. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a une marge de manœuvre assez grande. Mais est-ce que vous l'exploitez? Justement, c'est ça. Bah si oui. vous travaillez sur Salichat, par exemple, qui est déjà bien exploité en France, où est-ce que vous avez identifié des auteurs comme peut-être Venance Colomb qui sont un peu moins connus, mais qui font un travail et qui ont un discours qui est complètement différent parce que produit sur le continent? Nous ne faisons que cela. Nous ne faisons que cela, la transgression, puisque nos États n'ayant pas une culture nationale, que ce soit officiellement proclamée ou officieusement, il revient essentiellement aux critiques et à la critique, s'il vous plaît, de définir ce qui devrait être considéré comme culture nationale, comme élément devant être approprié par les jeunes, par les étudiants. C'est ce que nous faisons. Que ce soit ce que j'ai appelé tout à l'heure littérature exotique, ou que ce soit ce qui est produit à l'intérieur. Dans les années 60 ou dans les années 50, ce qui se faisait par exemple en Afrique centrale, on avait une maison d'édition qu'on appelait la maison d'édition Blé, qui était gérée
par des missionnaires hollandais qui ont publié, au-delà de la littérature évangélique, beaucoup de textes locaux. Les Henri Lopez, les Francis Bébé, René Filon ont été publiés par les éditions clés. Ces auteurs-là n'ont jamais fait partie de la bibliothèque nationale, au sens de culture nationale. Et précisément, à ce propos-là, pour compléter ce qu'on doit dire, un autre champ, si vous voulez, de récupération. Vous ne répondez pas à la question de la collaboration. Je reviens à la question précisément. L'autre champ de collaboration, quand vous dites collaboration, vous parlez des éditions à Paris. Avec les universités, les critiques universitaires. Absolument, ça se fait. J'ai envie de dire que nous ne faisons presque ça finalement. Et de toutes les manières, je parle en agent que moi-même. Comment suivre dans une université nord-américaine si on ne le fait pas finalement? Parce qu'ils vont au-delà. C'est vrai que aussi ils sont friands d'éclectisme, mais ils sont prédisposés à écouter un discours qui n'est finalement pas le discours qu'on écoute tout le temps. Exemple à l'appui, je me suis par exemple lancé dans une entreprise qui consiste à réclamer les littératures de banlieue, qui au fond sont des littératures françaises, parce qu'elles sont copiées par les Français. Seulement, vu qu'ils sont afro-descendants en France, à cause du plafond de verre, à cause des citoyennetés contestées, l'institution littéraire française les repousse. C'est soi-disant écrivain de littérature de banlieue. Alors, une manière de contribuer à la visibilité de cette littérature-là, qui au fond, finalement, devient plus intéressante pour les problématiques africaines que cette littérature exotique qui affiche toutes les femmes noires toujours nues, ou qui n'affiche que des femmes noires qui ne réussissent que par rapport à leur corps et qui peuvent poser des problèmes. Cette littérature de banlieue-là, d'un point de vue critique, finalement remet au centre la question de l'Afrique. Comme quoi, on dirait que la centralité se fait toujours à la périphérie. J'en veux pour exemple aussi que les littératures africaines américaines, finalement, sont rendues célèbres par Paris. Et la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas nous de la périphérie, sans les grands moyens, sans l'aide au développement, sans les budgets du ministère de la Culture, est-ce qu'il ne nous revient pas à nous, à partir de nos petites périphéries, de poser les véritables questions centrales? Je vais illustrer davantage pour que vous compreniez très bien. J'ai eu à Paris, à la Sorbonne, un professeur qu'on appelait Michel Fabre, aujourd'hui décédé, qui a été le premier à introduire dans l'université française les littératures africaines américaines. L'université française ne lui a jamais pardonné. Quand il est allé à la retraite, ce sont des Africains américains qui sont partis des États-Unis pour venir le célébrer à la Sorbonne avec ses anciens étudiants, dont moi-même. Et alors, ce qui fait que la littérature, Fabre avait fait sa thèse sur Richard Wright. Et c'est ainsi que l'université américaine découvre finalement les littératures africaines américaines parce qu'elles se rendent compte que ces littératures-là étaient célébrées en France et pas aux États-Unis. Et je parle de là pour dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas dans nos États une volonté exprimée de créer une littérature nationale, une culture nationale avec des canons littéraires, mais c'est la responsabilité, c'est notre responsabilité à nous, enseignants, c'est notre responsabilité à nous, société civile, avec par exemple ce qui se fait ici avec la scène littéraire, de faire en sorte que cette littérature-là, cette production culturelle, cette production littéraire-là soit reconnue et enseignée et prise en compte par les peuples africains. Quels sont les enjeux? Quels sont les enjeux que l'on peut exprimer de manière claire pour tout le monde? Quels sont les enjeux qu'il y a à produire de la culture qui est déjà active? Je vais laisser le soin de répondre à cette question-là. Rapidement, les enjeux, je vais les décliner de manière très simple, mais en même temps très compliquée. L'enjeu de la littérature africaine, de mon point de vue, et je vais partir d'un texte, une fois de plus africain-américain, d'Invisiblement, de Ralph Ellison, où
où il était question d'invisibilité, pas parce qu'on ne peut pas vous voir physiquement, c'est censé non vous voir, mais parce qu'on refuse de vous voir. Alors l'enjeu que je pense central des littératures africaines prises en gros, c'est de restituer finalement enfin l'Afrique dans ce qu'on appelle le partage du savoir. Mais de la restituer à qui? Parce que de la restituer à qui? Parce que il y a la question, à un moment donné, d'élargir la surface de réception. Et Guy Wachungu, à un moment donné, est passé au théâtre Kikuyu pour pouvoir toucher une masse plus large. Alors, je vois le professeur comme réagir. Kateb Yassine est passé au théâtre en langue arabe aussi, pour pouvoir toucher peut-être un public plus large. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de... Est-ce qu'on n'a pas un problème à un moment donné de limitation qui est lié vraiment à la question de la langue, qui touche le public finalement? Pas nécessairement, parce que de mon point de vue, j'ai commencé en citant Karuta, je n'ai qu'une langue, et ce n'est pas la mienne. Donc au fond, finalement, on écrive en Kikuyu, on écrive en anglais, ou on écrive même en afrikaans, ça finit par se traduire. Je crois que le plus important... Ça, c'est le point de vue de l'écrivain. La question, c'est le lectorat qu'on veut peut-être toucher aussi. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que précisément, il se trouve que c'est à partir parfois des réceptions périphériques qu'on en arrive à traduire des livres. Gao Xingjian, qui est prix Nobel de littérature chinoise, célébré par la France, il n'a fait qu'être exilé en France. Aimé Césaire, qui est français depuis ses ancêtres, continue d'être à la périphérie dans les librairies françaises. Donc il me semble qu'au fond, et de ce point de vue-là, je vais être polémique, il me semble qu'au fond, les herméneutes chinois ont rendu à leur écrivain un service qu'il semble que l'Afrique n'a pas rendu à Aimé Césaire, précisément parce qu'on est trop préoccupé de plaire au maître colonial. Précisément. Alors parce qu'il a fallu que des interprétations partent de Chine soient adaptées ou traduites, y compris par un de mes anciens professeurs à Paris 3, pour que finalement Gao Xingjian soit traduit en français après son exil en France et soit réclamé, Eugène Ionesco par exemple, il est roumain, il n'est pas français, mais soit réclamé comme des institutions littéraires françaises en tant que telles, ces auteurs-là. Et qu'il le soit, que Césaire ne le soit pas, que Maurice Comte, qu'Edouard Glissant ne le soit pas, Kassia Djeba ne le soit pas, ou alors que certains d'entre ces auteurs venant d'Afrique ne le soient qu'à une condition, mieux que des écrivains français nés sur le territoire français pour la plupart, juste parce qu'ils écrivent des problématiques de banlieue, ne soient pas reconnus pour la France. Je crois que ça pose un problème qui va au-delà des débats de l'époque de Ngouki avec la question de la langue. Quelle que soit la langue dans laquelle cette littérature est produite, on arrive, s'il y a un intérêt, à des traductions. C'est pas un hasard que des auteurs, parfois carrément inconnus, soient venus traduire en 35 langues. Il a fallu que ça commence quelque part. Et je crois que c'est ça qui nous manque. Et des podiums comme ceci, la scène littéraire, je crois que c'est véritablement le début d'une éclaircie. Parce que finalement, tant que nous attendons le centre pour nous recentrer, on ne va nulle part. C'est de la périphérie qu'on va se recentrer. Je ne sais pas si vous avez... En clair, pour enfoncer les clous, en clair, ce que nous disons très précisément, c'est qu'il ne faut pas penser que parce que la littérature africaine n'est pas reconnue par les pays dont sont originaires les auteurs, parce que la littérature africaine n'est pas reconnue par le pays de l'immigration, que ce n'est pas pour cette raison-là que la littérature africaine ne doit pas avoir droit de citer. C'est que, oui, mais quoi qu'il arrive... la question à quoi bon, et d'ailleurs, la question à quoi bon a son sens. Parce que finalement, pour qui on écrit? La réponse il y a des procès d'attention qui sont faits aux écrivains à Paris, aux grands écrivains, aux auteurs, aux journalistes, à qui on reproche d'écrire pour un public français, pour un public européen. C'est des procès d'attention qu'on a souvent au cours des rencontres. C'est pour ça qu'on parle d'exotisme, mais si ces auteurs n'arrivent pas à rencontrer, encore une fois, un public sur le continent, quand je prends ma banque,
nous raconte, qui rentre dans mémoire de porte épique non mais je fais exprès parce que qui nous parle d'un très beau texte qui nous rentre dans les croyances magico-religieuses qui ont un écho chez nous, mais qui ne trouvent pas de lecteur, qui se retrouvent ici en train de nous présenter une sorte de conte animalier, alors que dans le fond, il est en train de parler de sorcellerie, de choses qui touchent les Africains. S'il n'y a pas de surface de réflexion, on adapte les textes par rapport à un public européen. Donc on tourne et on se pose la question, à quoi bon? Donc là, je comprends, à quoi bon? Peut-être de manière extrêmement littérale. À quoi bon? À quelque chose de bon. Parce que si la littérature africaine n'était pas bonne, Mongo Betty n'aurait pas fait 32 ans. Par exemple. Donc, je suis un amoureux de littérature africaine. Bah oui, certainement. Mais la question, alors, je vais pas, on ne sait pas les contemporains, mais la question de tel auteur ou pas tel autre, ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est pas ça qui m'intéresse au fond. C'est pas que, il n'est pas là, donc je peux le dire, c'est pas que Leonora Miano écrive sur l'Afrique anthropophage qui m'intéresse. La question qui m'intéresse, c'est quel est le discours qui, partant ou prenant ses racines d'Afrique, peut proposer une lecture qui aille au-delà d'une lecture qui tend à être imposée par les mêmes qui décidaient de nos destins et continuent de décider de nos destins. Je crois qu'on est résolument dans un face-à-face, esthétique d'abord, mais d'abord et avant tout politique. Parce que l'esthétique n'est pas politique par hasard, l'esthétique est politique par essence. Qu'on le veuille ou pas, on connaît toute la littérature classique française, la littérature du 19e siècle en France, qui s'est bâtie depuis même le 17e siècle sur des préoccupations purement politiques. Et on fait les constats. Comment on sort de ça? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est un discours? Il faut un pionnier qui fasse un livre fondateur? Est-ce que c'est le public? Est-ce qu'on doit attendre les politiques? Finalement, voilà, on a eu un très beau stand du salon, du stand du bassin du Congo pendant plusieurs années à Paris. Et on n'a pas un grand salon du livre à Brazzaville. Donc à un moment donné, voilà, comment on amène, comment on en sort, comment on déplace ces grands auteurs, comment on déplace la littérature, on la fait connaître dans ces espaces-là, en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord. Comment nous n'attendrons pas les politiques, on les a assez attendus. Et visiblement, ils ne viendront jamais parce que nous ne les intéressons pas. La littérature ne les intéresse pas. Ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter, que les écrivains vont arrêter de produire, que nous allons arrêter de faire la promotion de la littérature africaine. Nous devons faire le travail qui nous revient. Un travail de la société civile, un travail des professionnels de la littérature, même si ils disent littérature africaine, vous avez dit, c'est ça qui était dans l'interrogation, littérature africaine, à quoi bon? C'est ce que vous dites, mais nous, on dit, cela vaut la peine, il y a une enjeu, et nous allons le faire. Et puis peut-être pour revenir, il risque de me le côté. Est-ce que finalement, pour que la littérature africaine ait un sens, est-ce qu'il faut finalement quelle est l'onction des États africains? C'est en fait là où on connaissait depuis. Ni l'onction des États africains, ni même l'onction des institutions littéraires. Ni forcément l'onction. C'est pas parce qu'on dit État africain qu'il faut l'onction des institutions littéraires adoubées. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est quoi? Peut-être que quand on dit la littérature, ça fait trop ça. Allons dans un champ complètement imbécile. Imbécile pour beaucoup, mais tout à fait intéressant. Aussi, sinon parfois plus intéressant que la littérature. Vraiment le cas du documentaire. On en produit extrêmement peu en Afrique. Mais cela étant dit, chaque fois qu'il y a des petites tentatives de production de documentaires en Afrique, on est véritablement dans des logiques de médiation. Médiation, pourquoi? Parce que j'attendrai jamais qu'une télévision nationale qui a fait un petit documentaire en Afrique sur, je sais pas, l'immigration, vienne se faire accepter au Salon du Livre de Paris ou de Genève. La question c'est, quelles sont les questions que le documentaire pose, comme la littérature? Qu'est-ce que nous en faisons?
Autrement dit, quelle est notre place, comment est-ce qu'il appelait ça le philosophe allemand? Quelle est la place, quel est l'être au monde du noir, africain? Et quand je dis du noir ici, évidemment j'inclus le Maghreb, même si je sais que ça va susciter des polémiques, j'inclus le Maghreb parce que précisément une fois de plus, où on parle de littérature africaine en bloc, où on n'en parle pas. Et c'est pour ça que, en croisant à parler des Africains américains, je continue de croire que d'un point de vue littéraire, purement esthétique et même politique, l'Afrique a peut-être quelque chose à aller apprendre dans la révolte des banlieues en 2005. Parce que d'une certaine manière, la révolte des banlieues a lieu en France, mais c'est une révolte qui parle d'abord et avant tout à l'Afrique. Et je crois que là, il y aurait quelque chose à creuser sur ce qu'elle dit à l'Afrique est tout simple. Ce qu'elle dit à l'Afrique, c'est que, comme dans les banlieues, si vous attendez d'être accepté, d'être légitimé par le maître, ça ne viendra pas. Autrement dit, vous devez réclamer votre droit d'exister, comme on dit en anglais, period. Pas de négociation, pas de discussion. Nous existons et nous nous mettons à votre face, quitte à ce que nous continuons d'être invisibles pour vous. Mais on gagne des petites parts de terrain parce que nous existons, nous parlons. C'est pour ça que je parlais de distribution polémique de la visibilité, de la parole, et puis même finalement de la présence. Donc c'est ça, je crois qu'il faudrait arriver quand même finalement à revenir à la bonne pensée philosophique. La puissance va être supérieure à l'action. Parce que les questions que vous posez se situent du côté de l'action. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on mesure? Nous nous situons du côté de la puissance, qui est supérieure à l'action. C'est une action philosophique. Vous allez me dire que les philosophes c'est des rêveurs, mais même comme c'est fait sur la base d'un rêve. Non, mais en tout cas, juste pour arriver à la conclusion, mais l'action, on essaie de la faire. Et je produis des émissions littéraires où justement on donne la parole à des auteurs qui ont publié sur Paris, mais aussi à des auteurs qui sont publiés dans des petites maisons d'édition à Madagascar, en Côte d'Ivoire, et la question du faire est importante, la question du relais, la question de comment ces contenus qui sont produits sont relayés, sont portés, est un enjeu essentiel. Si on ne présente pas le livre, si on ne fait pas circuler ces contenus-là, de toute façon les livres restent inexistants pour même la diaspora qui, elle, pourrait avoir accès à ces livres. Donc l'action, c'est bien, mais comment elle est portée? À un moment donné, elle doit être portée par la communauté. Et le lecteur africain, il est où? À quoi bon? Il est où, le lecteur africain? Est-ce qu'on va forcer les gens? Comment on peut entraîner les gens finalement à se rendre compte de l'importance fondamentale, essentielle, qui consiste à avoir ce jeu de miroir avec ceux qui sentent le monde et qui le restituent? Je dirais le lecteur africain est partout. Hein. Le lecteur africain est partout, absolument. Et ce n'est pas parce que il y a eu autrefois des cas de censure, des cas d'interdit, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de programme de canonisation que le lecteur africain n'est pas reconnu par les siens. C'est pas vrai. Je crois qu'on retombe dans les mêmes questions finalement. J'ai l'impression que quand on cherche le lecteur africain, évidemment vous ne le trouverez pas. Si vous voulez le voir dans la canonisation, dans la reconnaissance officielle, le lecteur africain, il est là, il agit, et c'est pour ça que je disais encore que de ce point de vue-là, la puissance est supérieure à l'action. L'action étant définie ici, non pas comme on vient de le faire, mais l'action étant définie comme l'adoubement finalement de tous ces types d'institutions à la fois continentales, nationales et puis diasporiques. Ça y est. Bien, bien. Je crois que cette problématique en valait la peine parce que nous nous rendons compte qu'il n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin de décret pour exister. Voilà. Et pour finir, je dirais simplement que de même que la profanation de l'improfanat appelle la tâche politique de la génération qui vient, je crois que la profanation
des institutions qui célèbrent et qui décident de la valeur des travaux et la tâche politique de la génération critique qui vit en Afrique. Parce que l'insurrection ne vient pas, elle est déjà là et elle prendra forme de toute façon. On arrive au terme de notre petit concours. Nous sommes sur la scène littéraire, il y a beaucoup d'écrivains qui vont passer. C'est une association de lecteurs mécènes. Comme il disait tantôt, c'est une éclaircie. Et on a besoin de gens comme voilà, la petite dame qui se cache derrière la scène. Merci. Merci. Merci.